déjà signalés au niveau de l'introduction générale. Le chapitre 1 portera sur les fonctions économiques. Le but ultime d'une économie est la satisfaction des besoins individuels et collectifs. Or, la satisfaction de ces besoins-là suppose un ensemble de fonctions que nous pouvons synthétiser en deux fondamentales. La fonction de consommation et la fonction d'investissement. Commençons d'abord par la fonction de consommation. Nous allons voir au niveau de cette section-là trois grands points. D'abord, on doit définir le concept de consommation. Deuxièmement, on va présenter sa modélisation pour voir en troisième point quelles sont les critiques qui ont été adressées à la méthode de modélisation. Je passe aux définitions. La consommation est un acte fondateur de l'activité économique. La consommation est l'élément principal de la demande globale et au cœur des débats sur la modélisation ou sur l'efficacité des politiques économiques. C'est la raison pour laquelle son traitement est un préalable à toute politique ou à toute modélisation de la politique macroéconomique. C'est un acte de destruction d'un bien ou d'un service pour satisfaire les besoins individuels et collectifs. Cette consommation peut être intermédiaire ou finale. Commençons d'abord par la consommation intermédiaire. La consommation intermédiaire, il se rapporte à un bien ou un service qui n'a pas encore achevé son itinéraire dans le processus productif et qui est appelé à être transformé en un autre bien, et donc il s'agit d'une destruction créatrice. Par contre, la consommation finale est un acte simple de destruction destiné à satisfaire un besoin humain. Selon la loi psychologique fondamentale de Keynes, en moyenne et la plupart du temps, les hommes tendent à accroître leur consommation à mesure que leur revenu croît, mais non d'une quantité aussi grande que l'accroissement du revenu. À partir de cette loi fondamentale de Keynes, aussi à partir des expériences, nous pouvons souligner un ensemble de propriétés pour la fonction de consommation. Alors, la fonction de consommation a été modélisée de la manière suivante. C est égal petit a plus petit c fois y. Avec grand C, c'est le montant de la consommation. Y, c'est le revenu courant. Petit a, c'est la consommation incompressible ou autonome. Par contre, petit c, c'est un coefficient, les mathématiciens parlent de coefficient directeur de la fonction. C'est un coefficient qui exprime la variation de c quand la variation du revenu varie d'une unité supplémentaire. Il est inclus dans l'intervalle 0,1. Alors, petit c fois y, c'est la consommation induite, c'est induite par le revenu. Si on veut bien expliquer ça, nous pouvons revenir sur
le graphique à 45. Graphique à 45, il présente certaines particularités. Primo, ce graphique-là, il part de l'origine du repère, sa destination, c'est le nord-est. C'est, je dirais, en mathématiques, on parle de la première bissectrice. Sa particularité, c'est que la distance qui sépare, je dirais, ce graphique-là, qui sépare la première bissectrice de l'axe des X, est égale exactement à la distance qui la sépare de l'axe des Y, c'est-à-dire l'axe du revenu et l'axe de la consommation. De là, je peux souligner un ensemble de caractéristiques, où on peut tirer un ensemble de caractéristiques de la fonction de consommation telle qu'il a été modélisé. Le premier élément, c'est le taux d'épargne. Le taux d'épargne, c'est la part du revenu destiné à l'épargne, c'est-à-dire qui n'est pas consommé. Autrement dit, S, c'est l'épargne, notez, l'épargne, c'est S, notez S, est égal Y moins C. Y moins C. On a dit que le taux d'épargne, c'est la part, c'est S divisé par Y. Est égal Y moins C divisé par Y. Ce qui implique que S divisé par Y est égal Y, C, on a déjà C. C, elle est modélisée de la manière suivante, petit a plus petit c fois Y, fois le revenu. C'est-à-dire, moins petit a plus c fois Y, le tout divisé par Y. S sur Y, ou bien le taux d'épargne, ou autrement dit, on parle aussi de la proportion marginale, la proportion moyenne à épargner. S sur Y, alors c'est 1 moins petit a fois C, plus plutôt c'est Y sur Y. S sur Y est égal à 1 moins petit c moins petit a sur Y. Ça, c'est le taux d'épargne. Ça, c'est la première propriété, ou bien la première caractéristique, ou bien le premier commentaire qu'on a tiré de la fonction de consommation. La deuxième propriété que nous pouvons tirer de la fonction de consommation et du graphique à 45, qui n'est rien d'autre que la première bissectrice qui coupe la fonction de consommation pour obtenir ce qu'on appelle le taux d'épargne des ménages. Alors, la proportion moyenne à consommer, c'est la part du revenu dédié à la consommation. C'est la proportion moyenne à consommer, notez, proportion moyenne à consommer, est égale C sur Y. PMC, c'est la fonction de consommation, on l'a déjà expliqué, c'est petit a plus C fois Y divisé par Y. Ce qui implique que PMC égale A sur Y plus petit c. Ce qui veut dire que quand le revenu augmente,
la proportion moyenne à consommer diminue. Et quand le revenu diminue, la proportion moyenne à consommer, elle augmente. C'est-à-dire, il varie dans des sens différents, dans un sens différent que celui du revenu. Alors, les deux, si je reviens à la proportion moyenne à épargner, qui est égale S sur Y plus, on l'a déjà expliqué, S plus sur Y plus S plutôt C sur Y. On a déjà que S plus C, c'est Y. Y divisé par Y est égal à 1. C'est-à-dire, la somme de la proportion moyenne à consommer plus la proportion moyenne à épargner est égale à 1. Autrement dit, je peux mettre proportion moyenne à consommer est égale à 1 moins le taux d'épargne pour la proportion moyenne à épargner. Je passe. La troisième propriété tirée de la fonction de consommation et du graphique, c'est la proportion marginale à consommer. On se demande si le revenu augmente d'unité monétaire supplémentaire, de combien variera la consommation. De combien variera la consommation. C'est-à-dire, autrement dit, la proportion marginale à consommer exprime la variation de la consommation quand le revenu varie d'unité monétaire supplémentaire. Pour bien expliquer ça, on peut prendre deux situations. Situation 1, C1 égale la consommation en période 1. C'est petit c fois y1 plus petit a. En situation 2, C2 est égal petit c y2 plus petit a. Bien sûr, ici, on cherche quoi? On cherche l'effet de la variation de l'unité supplémentaire sur la consommation. Bien sûr, C2 moins C1 est égal à la variation de C. C2 moins C1, la variation de C est égale C, petit c y1 plus petit a moins petit c y2 plus petit a. Ce qui donne lieu à une variation de C, bien sûr, plus A moins A, ce qui veut dire C y1 moins C y. C'est plutôt C y2, C y1. C y2 moins C y1, ce qui donne lieu à une variation de C. Je factorise par C, y2 moins y1, variation de C est égale petit c fois la variation de y. Ce qui donne lieu à petit c, c'est la variation de c divisée par la variation de y. C'est-à-dire, quand le revenu augmente d'unité monétaire supplémentaire, la variation de c augmente de petit c. Alors, maintenant, si la variation de y est infinitésimale, la variation de y est infinitésimale. Si variation de y tend vers 0, ça veut dire PMC, proportion marginale à consommer, est égale à la limite quand la variation de y tend vers 0, la variation de C sur la variation de y est égale à C sur y. Ça veut dire c'est C' par rapport à y. C'est la dérivée première par rapport
à Y. Ça veut dire que la fonction de consommation, elle est continue. Sur le domaine de définition, bien évidemment. Alors, au niveau graphique, comme nous l'avons ici, au niveau graphique, la proportion marginale à consommer, c'est la pente de la fonction de consommation. Et quand je dis pente, c'est la dérivée première de la fonction de consommation. Aussi, la loi psychologique de Keynes nous dit si le revenu augmente d'unité ou augmente d'unité monétaire, la consommation augmente aussi, mais moins que proportionnellement. Alors, une autre question peut se poser. Si maintenant, la variation du Y, cette fois-ci, est en pourcentage. La variation du Y est en pourcentage. C'est-à-dire, si le revenu varie de 1%, quelle serait la sensibilité de la consommation par rapport à cette variation en pourcentage? Bien. Alors, si la variation de Y en pourcentage sur la variation de Y sur Y est égale à 1%, quelle serait la variation de C sur C? Ça veut dire en termes aussi de pourcentage. Dans ce cas-là, je dirais du concept d'élasticité. Élasticité de la consommation par rapport au revenu est égale variation de C sur C, le tout sur variation du Y sur Y. Je développe un peu, je dirais, l'expression. Variation, l'élasticité C par rapport à Y est égale variation de C sur C multiplié par Y sur variation du Y. L'élasticité C par rapport à Y est égale variation de C sur variation de Y multiplié par Y sur C. L'élasticité C par rapport à Y est égale, ça on l'a déjà développé auparavant. Qu'est-ce qu'on a dit ici? Variation de C sur variation de Y, c'est quoi? C'est la proportion marginale à consommer multiplié par Y sur C. On peut encore développer ça si cette fois-ci, on a une variation infinitésimale en pourcentage de Y. On peut dire que c'est la proportion, plutôt l'efficacité, l'élasticité C par rapport à Y est égale variation de C sur variation de Y multiplié par Y sur C. Ça, c'est la dérivée première, C par rapport à Y, c'est C' par rapport à Y multiplié par Y sur C. Voilà. Et pour expliquer les différentes propriétés que nous avons développées, nous allons voir un exemple chiffré. Pour la première ligne, on a les situations de revenus. Pour la deuxième ligne, on a le montant de la consommation. Ce sont des données. Mais après, on doit calculer la proportion moyenne à consommer. La proportion moyenne à consommer, c'est C sur Y. C sur Y de chaque situation. 4 sur 0, c'est l'infini. 12 sur 10, c'est 1,2. 20 sur 20 est égal à 1. 28 sur 30, c'est 0,13, etc. Je passe à la deuxième propriété. C'est la proportion marginale à consommer. On a dit que c'est la variation
de C divisé par la variation de Y. Autrement dit, Cn moins Cn moins 1 divisé par Yn moins Yn moins 1. Pour la première situation, on n'a pas la situation antérieure. Je passe à la situation numéro 2. Ici, on a le revenu est égal à 10, on a la consommation est égale à 12. N moins 1, c'est 0, 4. Pour calculer ça, c'est 12. 12 moins 4, c'est 2 moins C1. Sur Y2 moins Y1. 12 moins 4, ça fait 8. Sur 10 moins 0, ça fait 10. 8 sur 10, c'est 0,8. À la situation 3, on a la consommation. La variation de consommation, c'est 20 moins 12, ça fait 8. 20 moins 10, ça fait 10. 8 sur 10 égale 0,8. 28 moins 20, ça fait 8. Sur 30 moins 20, ça fait 10. 8 sur 10, c'est 0,8. On a une proportion marginale à consommer qui est de 0,8. Je passe à l'épargne. L'épargne, c'est quoi? C'est la part du revenu qui n'est pas consommée. Mais c'est la partie du revenu qui n'est pas consommée. Alors, 0 moins 4, ça fait moins 4. 10 moins 2, ça fait moins 2. 20 moins 20, ça fait 0. 30 moins 28, c'est 2. 40 moins 36, c'est 4. 50 moins 44, c'est 6, etc. Maintenant, je passe à la proportion moyenne à épargner. C'est l'épargne divisée par le revenu. L'épargne est moins 4 sur 0, c'est moins l'infini. Moins 2 sur 10, c'est moins 0,2. 1 sur 20, plutôt, 0 sur 20, c'est 0. 2 sur 30, c'est 0,07. 4 sur 40, c'est 0,1. Vous voyez que la proportion moyenne à épargner, il augmente avec l'augmentation de revenu. Je passe à la proportion marginale à épargner. La proportion marginale à épargner, c'est l'épargne de n moins l'épargne de n moins 1 divisé par le revenu de n moins le revenu de n moins 1. Pour la situation 1, on n'a pas de n moins 1 tiré. Alors, ici, moins 2, moins 4, ça fait 2. 2 sur 10 moins 0, c'est 0,2. Ici, pour la situation 3, on a l'épargne 3 moins l'épargne 2. Moins l'épargne 2. 0 moins 2, ça fait 0 plus 2, ça fait 2. 20 moins 10, ça fait 10. 2 sur 10, ça fait 0,2. L'épargne de la situation 4, c'est 2 moins 0, c'est 2. Sur 10, ça fait 0,2. On a une proportion marginale à épargner qui est fixe tout au long des situations évoquées. On passe maintenant aux critiques qui ont été adressées à cette modélisation de la consommation qui est celle de Keynes. L'analyse microéconomique montre que la décision de consommer repose sur un arbitrage entre la consommation présente et la consommation future. Cet arbitrage repose sur la contrainte budgétaire intertemporelle. Par conséquent, la consommation devrait dépendre non seulement du revenu courant, mais aussi de tous les revenus futurs et aussi du taux d'intérêt. Pour le taux d'intérêt, si on prend un agent prêteur net, et qui constate une diminution du taux d'intérêt, dans ce cas-là, le rendement de son épargne diminue. C'est-à-dire, cela va l'inciter à épargner moins et à consommer plus. On parle
de l'effet prix ou bien l'effet de substitution. C'est-à-dire substituer l'épargne, la consommation à l'épargne. Pourquoi? Parce que le rendement de l'épargne est en diminution. Mais cette diminution de la rémunération de l'épargne diminue son revenu, c'est-à-dire le rend moins riche. Si le revenu diminue, c'est-à-dire la consommation va diminuer. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a? On a pour une diminution du taux d'intérêt, on a deux effets. Un effet positif sur la consommation et un effet négatif sur la consommation. C'est-à-dire deux effets qui s'annulent théoriquement. Mais le rôle des revenus futurs ont été reconnus, mais le rôle du revenu futur a été reconnu par deux auteurs, Franco Modigliani et Milton Friedman. Je commence par l'apport ou la critique qui a été adressée par Milton Friedman à la modélisation de la consommation keynésienne. Milton Friedman, il argue que si le consommateur est prévoyant, il ne fondera pas sa décision de consommer seulement sur son revenu courant, mais sur l'évolution prévisible de son revenu. À cet effet, il a distingué deux types de revenus. Le revenu permanent et le revenu transitoire. Quand je parle du revenu permanent, c'est-à-dire le consommateur peut anticiper en moyenne l'évolution de son revenu. Par contre, le revenu transitoire, c'est un revenu accidentel, c'est-à-dire dû par exemple à des heures supplémentaires, à une relance temporaire de l'activité économique, etc. De ce fait, le revenu courant, pour Modigliani, est égal revenu permanent plus revenu transitoire. Revenu courant est égal, pour Milton Friedman, est égal le revenu permanent plus le revenu transitoire. Comme le revenu transitoire, c'est un revenu accidentel, c'est-à-dire il peut être un revenu positif comme il peut être entre cotes négatif. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire le revenu courant devient inférieur au revenu permanent. Donc c'est la raison pour laquelle Friedman, il a annulé le revenu transitoire et il a fondé la fonction de consommation. Il a fondé la fonction de consommation sur seulement le revenu permanent. Si le revenu transitoire est positif, il va être épargné. Si le revenu transitoire est négatif, dans ce cas-là, pour rendre, je dirais, le revenu permanent au niveau du revenu courant, qu'est-ce qu'on va faire? Il doit puiser dans l'épargne. Et la fonction de consommation sera présentée de la manière suivante. C est égal petit k fois YE. Voilà. Ici YP, ici la fonction, ici la consommation.
Dans ce cas, la relation entre le revenu transitoire et la consommation est nulle. On passe à la deuxième critique, c'est celle de Franco Modigliani. Franco Modigliani va plus loin que la théorie du revenu permanent, en faisant remarquer que l'évolution du revenu au cours de la vie est largement prévisible. Un consommateur va commencer son existence avec des revenus nuls, puisqu'il ne travaille pas. Puis verra ses revenus augmenter avec l'âge et l'expérience. À sa retraite, ses revenus, bien son revenu deviendra nul et il devra puiser dans son épargne pour consommer, pour garder son niveau de consommation. En effet, la fonction de consommation serait comme suit. Pour Franco Modigliani, la fonction de consommation est égale petit a fois W sur P plus petit b fois Y. Avec petit a et petit b sont deux proportions moyennes à consommer. L'une, elle est relative à la richesse réelle. W sur P, c'est la richesse réelle. La richesse réelle. Ça veut dire qu'il tient compte du niveau général du prix. W, c'est la richesse. P, c'est le niveau général des prix. Y, c'est le revenu courant. Voilà. À travers la richesse, on peut stabiliser le ralentissement de la consommation, ce qu'on appelle effet Picot. En effet, une politique anti-inflationniste donne lieu à une diminution de la consommation et à une baisse des prix. Cette dernière se traduit par un accroissement de la richesse réelle qui permet de stabiliser le ralentissement de la consommation. Cette théorie, la théorie du Modigliani, appelle à deux implications essentielles au niveau agrégé, au niveau global. Il suggère qu'il existe une relation entre la structure démographique d'un pays et son taux d'épargne. Les pays très jeunes ou très vieux auront tendance à moins épargner. Surtout, il suggère aussi que les fluctuations de revenus de court terme n'ont qu'une importance secondaire dans la détermination de la consommation. Et il complète donc l'hypothèse du revenu permanent de Milton Friedman. Une autre critique a été donnée à la fonction de consommation keynésienne. C'est l'effet de démonstration donné par Duesenberry. Selon Duesenberry, la propension à consommer d'un ménage n'est pas seulement en fonction de son revenu absolu à un moment donné, mais aussi de sa position relative dans l'échelle des revenus du groupe auquel il estime appartenir, c'est-à-dire YTJ. C'est ce qu'on appelle effet de démonstration. Sa fonction de consommation s'écrit, c'est-à-dire la consommation. Alors, la consommation TI est égale à fois YTI plus A' YTJ moins YTI plus B. Ça, c'est la différence entre l'échelle des revenus du groupe auquel elle appartient et YTJ, c'est le revenu du groupe socio-professionnel auquel il estime appartenir. Je passe à un autre effet, c'est l'effet du cliquet de Thomas Brown.
Certains économistes pensent qu'il existe un effet cliquet ou de mémorisation. L'effet cliquet peut se définir comme la tendance du consommateur à maintenir son niveau de consommation antérieur correspondant à son niveau de revenu le plus élevé, même en cas de baisse de son revenu. Donc, de ce point de vue, la consommation à une période CT peut lui amener à prélever sur son épargne. CT, c'est petit a fois YT plus petit b fois YS. YT, c'est le revenu d'aujourd'hui. YS, c'est le revenu de la période antérieure. Avec A et B sont deux propensions marginales à consommer. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.